Ferme les yeux, inspire profondément. Maintenant, imagine que tout ce que tu as appris sur l'histoire de l'humanité n'est peut-être pas toute la vérité. Imagine un instant que les fondations de la civilisation, les dates que l'on répète à l'école, les cartes soigneusement dessinées dans les livres, ne soient que ce qu'il reste après une grande amnésie collective. Et s'il existait des villes entières avant les premières cités connues? Et si des technologies incroyables avaient été effacées de la mémoire du monde, telles des poussières emportées par le vent? Et si les dieux des légendes étaient, en réalité, des hommes de chair et d'os, ou peut-être quelque chose de plus? La terre parle, dans les ruines enfouies, dans les lignes invisibles tracées dans le ciel, dans les pierres taillées avec une précision impossible, dans les monuments qui défient le temps et la compréhension. La terre murmure. Et pour ceux qui savent écouter, ces échos racontent une autre histoire. Une histoire fragmentée, enfouie sous des siècles de silence, oubliée par les voix officielles, mais préservée dans les mythes, les symboles, les structures qui ne devraient pas exister. Une histoire qui commence, avant le commencement. Le temps linéaire, celui que l'on mesure avec des calendriers et des horloges, n'existe pas pour la mémoire de la Terre. Ici, les époques se confondent. Le passé est un miroir brisé, où chaque fragment reflète une partie différente de ce que nous avons été et de ce que nous aurions pu être. Entre ces fissures, des aperçus d'un monde qui a fleuri bien avant Sumer, l'Égypte ou la Chine apparaissent. Un monde où la science était symbolique, l'architecture céleste, et l'énergie un pont entre le visible et l'invisible. Un monde qui a peut-être existé et qui dort aujourd'hui sous la terre, attendant d'être réveillé. Mais pourquoi aurions-nous oublié quelque chose d'aussi grandiose? Pourquoi cacher des civilisations qui maîtrisaient les secrets du son, de la lumière, de la gravité et peut-être même de la conscience? Serait-ce par peur, pour le pouvoir, ou simplement un cycle naturel d'oubli et de renaissance? Peut-être que la connaissance profonde a besoin de silence pour germer. Peut-être que, comme les étoiles, elle doit disparaître de la vue pour briller à nouveau. Chaque année, des fouilles révèlent l'inattendu. Des structures qui ne correspondent à aucune chronologie connue. Des objets semblant façonnés par des mains plus expertes que nos ingénieurs modernes. Des cartes anciennes montrant des continents recouverts de glace, alors qu'aucun être humain n'était censé les avoir vus. Des inscriptions dans des langues inconnues, des statues aux yeux tournés vers l'infini, et des tours construites avec des pierres si lourdes qu'aucune machine moderne ne pourrait les déplacer. Comment est-ce possible? Les scientifiques débattent, les sceptiques ricanent, mais les curieux écoutent. Et c'est pour les curieux que ce voyage commence. Non pas comme un manuel ou une vérité absolue, mais comme une invitation à voir l'invisible, à entendre l'inaudible, à se souvenir de ce qui a été oublié. Une traversée de ruines ancestrales, de mers englouties, de déserts marqués par des signes, de montagnes sculptées avec sagesse et de temples qui murmurent des mots depuis longtemps perdus. Ce n'est pas un récit de réponse. C'est un voyage à travers des questions, des mystères, des merveilles qui pourraient expliquer non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi nous restons fascinés par ce que nous ne comprenons pas encore. Chaque bloc de cette histoire sera une clé, un indice, un symbole, un écho. Alors respire encore une fois, laisse ton esprit dériver, que tes certitudes s'endorment, que le temps cesse de courir. Tu es sur le point de franchir les portes de la mémoire ancestrale de la Terre, une histoire oubliée mais non effacée, une histoire écrite dans les pierres, dans les cieux, dans les eaux et en toi, prêt à te souvenir de ce que le monde a oublié, bien avant que nous écrivions sur la pierre ou le papyrus, bien avant que les rois ne dressent leur trône ou que les empires ne gravent leur histoire dans le fer et le feu, peut-être, bien avant tout cela, existaient des civilisations qui n'ont pas laissé de parchemin, mais des vibrations, des traces, des marques qui ne s'effacent pas avec le temps, mais se dissimulent. Les livres d'histoire commencent là où commence l'écriture. Mais avant, que trouvait-on quand il n'y avait pas d'encre, quand la mémoire humaine ne se transmettait que par le son d'une voix, quand même le silence n'avait pas encore de nom? Parmi les archéologues, cette époque avant les archives est appelée préhistoire. Mais peut-être qu'un nom plus juste serait l'ère de l'oubli, car dans ce vide sans lettres, ont peut-être vécu des peuples dont les savoirs sont aujourd'hui appelés légendes. Des peuples qui construisaient sans machine, naviguaient sans boussole, soignaient sans bistouri. Des peuples qui disparurent sans laisser d'explication, seulement des mythes. Et comme tout bon mythe,
Il refuse de mourir. Atlantide, Lémurie, Mu. Des noms qui flottent entre le fantastique et le possible. Certains disent qu'ils sont imaginaires, d'autres qu'ils sont les souvenirs effacés d'une vérité ancienne. Ce qui est certain, c'est que ces lieux apparaissent dans de nombreuses cultures, avec des détails étonnamment similaires, même entre des peuples qui ne se sont jamais rencontrés. Des îles englouties, des continents perdus, des civilisations avancées, englouties par la mer, le feu ou le temps. Platon parlait de l'Atlantide comme d'un empire puissant, doté d'une architecture raffinée, d'armées bien organisées, d'une société maîtrisant le droit, l'art, l'ingénierie et la spiritualité, comme s'il s'agissait d'une seule et même science. Mais il avertissait aussi, l'Atlantide est tombée. Elle s'est engloutie en un seul jour et une seule nuit de cataclysme. C'est ce que lui avaient raconté les prêtres égyptiens. Mais, et si le philosophe ne racontait pas seulement une allégorie? Et s'il faisait écho à un récit ancestral? Dans les traditions anciennes de l'Inde, on trouve le continent de Lémurie ou Kumari Kandam, un lieu où vécurent les premiers humains, où ils apprirent puis se perdirent. Dans les profondeurs de l'océan, dans un silence éternel, des peuples qui parlaient avec le ciel, lisaient les étoiles, comprenaient les vibrations de chaque pierre, de chaque cellule. Un monde où science et spiritualité n'étaient pas ennemis, mais sœurs. Et dans les traditions polynésiennes et sud-américaines, on découvre Mu, un continent qui aurait existé dans le Pacifique, peuplé d'êtres dotés d'une grande sagesse et d'une structure physique différente de la nôtre. Certains récits prétendent qu'ils maîtrisaient la lévitation, le contrôle des forces telluriques de la Terre, et qu'ils vivaient en harmonie avec le champ magnétique de la planète. Des légendes? Peut-être. Mais pourquoi des récits si similaires émergent-ils dans des endroits si éloignés? Qu'est-ce qui est le plus probable? Que des civilisations isolées aient inventé les mêmes mythes, ou qu'elles se souviennent toutes, à leur manière, d'une vérité perdue. Quelque chose qui s'est fragmenté comme un vase antique tombé au sol, et dont les morceaux se sont dispersés dans toutes les cultures. Et maintenant, nous essayons de recoller ces fragments sans même connaître la forme d'origine. Le monde est plus ancien que ce que nos yeux peuvent voir. Les forêts cachent des structures, les déserts enfouissent des cités, les glaciers conservent des reliques. Et les océans, les océans sont les plus grands tombeaux de l'histoire. Là, dans les profondeurs, loin des satellites, il existe peut-être des preuves, des temples engloutis, des sculptures aux visages oubliés, des escaliers qui descendent vers nulle part, ou vers un lieu que nous ne comprenons pas encore. Et ce qui est le plus curieux, plus nous creusons, plus les questions se multiplient. Sur les côtes de l'Inde, dans le Japon submergé, dans les pierres de Yonaguni, nous voyons des traces d'architecture sous-marine qui défient la chronologie officielle. Qui a construit cela? Quand? Dans quel but? Et pourquoi n'y a-t-il aucun enregistrement? Ou peut-être, les archives ont-elles été effacées, elles aussi? Tout semble indiquer que le monde a traversé des cycles, d'ascension et de chute, de mémoire et d'oubli, comme une longue respiration de la Terre qui inspire la connaissance et expire le silence. À chaque nouvelle découverte, nous nous demandons si nous sommes vraiment au sommet de la civilisation ou simplement dans l'un de ces nombreux recommencements. Et cela change tout. Cela change la manière dont nous regardons le passé et dont nous nous regardons nous-mêmes. Car s'il y a eu un temps avant le temps, une ère avant l'histoire, alors peut-être ne sommes-nous que les plus récents héritiers d'un héritage bien plus ancien que ce que nous pouvons imaginer. Un héritage qui bat dans les pierres, dans les étoiles, dans les murmures du vent. Un héritage qui insiste pour revenir. Et ainsi nous avançons à travers les labyrinthes de l'oubli, à la recherche de quelque chose qui nous a toujours attendu. Un souvenir enfoui sous des couches de terre, d'eau, de doute. Un souvenir qui, peut-être, juste peut-être, nous révélera qui nous sommes vraiment. Imagine une ville circulaire, entourée d'anneaux de terre et de mer, construite avec une perfection géométrique, où des canaux relient les secteurs urbains comme des veines transportant une énergie vitale. Imagine des temples dédiés à la connaissance, des statues colossales scintillant sous le soleil, des fontaines d'eau chaude et froide jaillissant dans des jardins suspendus, et un peuple qui maîtrisait non seulement l'ingénierie, mais aussi les secrets de l'âme. Ce lieu, selon Platon, a existé, et son nom résonne à travers les siècles comme un murmure éternel, Atlantide. L'histoire commence vers 360 J.C., alors que Platon rédige les dialogues Timée et Procrytia.
dans lesquels il présente l'Atlantide comme une puissance navale ayant existé 9000 ans avant son époque. Une civilisation glorieuse et avancée qui aurait défié la Grèce antique et qui aurait été engloutie par l'océan en une seule journée et nuit de catastrophe. Beaucoup considèrent ce récit comme une métaphore morale, un avertissement contre l'arrogance des empires. Mais, et si ce n'était pas seulement cela, et si, derrière le mythe, se cachait le souvenir de quelque chose de réel? Platon affirmait avoir entendu cette histoire de Solon, un législateur grec qu'il aurait lui-même apprise auprès de prêtres égyptiens. Selon eux, l'Atlantide était une île plus grande que la Libye et l'Asie réunies, située au-delà des colonnes d'Hercule, ce que nous appelons aujourd'hui le détroit de Gibraltar, une terre d'abondance et de raffinement. Mais sa décadence morale aurait suscité la colère des dieux et entraîné son engloutissement total. Ce récit rejoint d'autres mythes disséminés à travers le monde: déluge, chute de civilisation, punition divine et terre perdue. Curieusement, la science moderne a mis en lumière des indices qui relancent le débat. Des études géologiques révèlent que des événements cataclysmiques ont bien eu lieu dans le passé. Effondrement d'îles volcaniques, variation brutale du niveau de la mer, voire impact d'astéroïdes. Certaines hypothèses désignent Santorin, dans la mer Égée, comme possible emplacement de l'Atlantide, une île qui aurait explosé vers 1600 AVC, provoquant des tsunamis dévastateurs capables de détruire des civilisations côtières. D'autres chercheurs proposent des lieux encore plus audacieux: les Caraïbes, l'Antarctique, les côtes espagnoles, le désert du Sahara. En 2011, des images satellites ont révélé une formation circulaire submergée près du golfe de Cadix, en Espagne, avec des caractéristiques ressemblant à celles décrites par Platon. Rien n'a encore été prouvé de manière concluante, mais le doute demeure, comme une étincelle allumée dans un champ de brume. Certains relient aussi l'Atlantide au peuple de la mer, qui envahirent l'Égypte vers 1200 AVC, avant de disparaître mystérieusement. D'autres l'associent aux Olmèques d'Amérique, aux Celtes d'Europe de l'Ouest, ou encore aux Sumériens du Moyen-Orient. Comme si des fragments de l'Atlantide s'étaient dispersés à travers diverses cultures après sa chute, des échos d'une origine commune portés par les vents du temps. Et il existe un autre niveau, plus profond, plus symbolique. Certains penseurs ésotériques considèrent l'Atlantide non comme un lieu géographique, mais comme un état de conscience, une ère d'or de l'humanité où raison et intuition, science et spiritualité vivaient en harmonie. La chute de l'Atlantide, dans ce sens, représenterait la perte de cet équilibre, la chute de l'homme en lui-même, un effondrement non seulement physique, mais aussi psychique, moral, vibratoire. Curieusement, des traditions indigènes, africaines et orientales évoquent des ères anciennes, des cycles cosmiques durant lesquels l'humanité atteignait des sommets de sagesse avant de décliner et de recommencer. Les hindous, par exemple, parlent des yugas, vastes périodes qui s'enchaînent comme des saisons cosmiques. L'Atlantide pourrait avoir été l'un de ces cycles, une floraison précédant l'oubli. La question reste suspendue. Et si l'Atlantide était plus qu'une légende? Et si elle était le souvenir d'un monde qui a existé avant l'histoire? Un monde englouti non seulement par les eaux, mais aussi par l'oubli, et qui palpite encore aujourd'hui dans nos rêves les plus anciens, dans nos intuitions les plus étranges, dans notre soif de quelque chose que nous ne savons même pas nommer. Car peut-être ne s'agit-il pas simplement de retrouver l'Atlantide, mais de la reconnaître en nous-mêmes, se souvenir que nous avons déjà été plus que ce que nous sommes aujourd'hui, se souvenir que le passé peut contenir la graine du futur, et que les eaux qui ont recouvert ces cités reflètent encore le ciel, comme des miroirs d'une vérité oubliée. Imaginez une époque où les êtres humains venaient à peine de domestiquer le feu, et érigeaient déjà des temples aux colonnes de pierre parfaitement sculptées. Imaginez un lieu construit avec des blocs de plusieurs tonnes, disposés en cercles cérémoniels, ornés de sculptures détaillées, de symbolisme mystique et d'une organisation architecturale d'une précision étonnante, des milliers d'années avant les pyramides, avant l'écriture, avant même la roue. Ce lieu existe, et son nom murmuré parmi les archéologues et les rêveurs est Göbekli Tepe, situé dans le sud-est de la Turquie, près de la ville de Şanlıurfa. Göbekli Tepe a été découvert par hasard en 1994, mais son existence a provoqué un choc dans le monde de l'archéologie traditionnelle, car il n'est pas seulement ancien, il est absurdement ancien.
Les premières datations le font remonter à 9600 AVVJC, il y a plus de 11 000 ans, ce qui signifie que ce temple a été érigé 7000 ans avant les pyramides d'Égypte et environ 6000 ans avant Stonehenge. En d'autres termes, il ne devrait pas exister. Le temple se compose de dizaines de colonnes en forme de T, mesurant jusqu'à 6 mètres de haut et pesant plus de 20 tonnes chacune. Ces colonnes sont organisées en cercles concentriques, comme des portails symboliques ou des horloges cosmiques. Beaucoup présentent des gravures sophistiquées d'animaux, serpents, sangliers, oiseaux, scorpions, sculptés avec une maîtrise qui semble incompatible avec ce que l'on suppose de cette époque. Mais ce qui intrigue le plus, c'est que tout cela aurait été réalisé par des peuples que les livres décrivent encore comme des chasseurs-cueilleurs. Comment des êtres humains, supposément nomades, ont-ils pu construire un temple aussi grandiose, avec une telle précision technique, sans ville, sans agriculture, sans outils métalliques? Qui a coordonné ce projet? Comment ont-ils déplacé ces pierres? Pourquoi ériger un monument aussi monumental à une époque où la survie semblait être la seule priorité? Ces questions résonnent encore parmi les chercheurs. Certains avancent que Göbekli Tepe fut le berceau de la religion organisée, un sanctuaire où les peuples se retrouvaient pour des rituels et des célébrations cosmiques. D'autres suggèrent qu'il marque un tournant civilisationnel. Ce ne serait pas l'agriculture qui aurait permis les temples, mais les temples qui auraient engendré le besoin d'agriculture, de villages, d'organisation sociale. Autrement dit, la spiritualité aurait précédé la civilisation. Mais certains vont plus loin. Ils observent l'alignement astronomique des colonnes, la disposition géométrique des cercles, les symboles récurrents aux airs d'archétypes universels, et y voient quelque chose de plus. Un savoir perdu, l'héritage ancestral d'une civilisation oubliée qui comprenait la relation entre le ciel et la terre et qui l'a gravé dans la pierre comme un cri lancé au futur. Nous étions là, nous savions. Göbekli Tepe recèle aussi un autre secret. Après des siècles d'utilisation, il a été intentionnellement enseveli sous de la terre, des pierres, des gravats, comme si ses bâtisseurs avaient voulu le protéger ou le cacher. Mais pourquoi? De qui? De quel événement? Ce geste délibéré d'occultation a permis de préserver le temple pendant des millénaires, mais il a aussi épaissi le mystère. Göbekli Tepe serait-il une relique d'un temps antérieur à l'histoire? La trace d'une civilisation née bien plus tôt que nous ne le pensions et disparue avant de pouvoir laisser des écrits? Ou bien est-ce le témoignage d'une sagesse qui ne connaît pas la chronologie, un savoir qui renaît chaque fois que la conscience humaine atteint certains seuils? Dans chaque pierre de Göbekli Tepe, une question palpite. Dans chaque gravure, une clé. Dans chaque cercle, une spirale de possibilités. Peut-être que l'essentiel n'est pas de comprendre comment il fut construit, mais ce qu'il tente de nous dire. Car là, entre roches millénaires et sable ancestral, pourrait se trouver l'écho le plus ancien de l'âme humaine. Le tout premier murmure disant que nous avons été plus que des survivants. Nous avons été des chercheurs, des créateurs, des bâtisseurs de sens. Et maintenant que le temple s'est réveillé, peut-être est-ce à notre tour de creuser non seulement la terre, mais aussi la mémoire que nous avons laissée s'endormir. Dans les profondeurs sombres de la mer Égée, quelque part entre des rochers engloutis et des silences vieux de 1000 ans, dormait un secret. Un objet rongé par le temps, caché parmi les vestiges d'un naufrage oublié, attendant patiemment que des mains humaines le retrouvent. C'est en 1901 que des plongeurs grecs, à la recherche de statues et de trésors engloutis, ramenèrent à la surface un fragment énigmatique, une masse de bronze oxydée, brisée, méconnaissable au premier regard. Ils ignoraient alors qu'ils venaient de réveiller ce qui allait être appelé le tout premier ordinateur de l'histoire, le mécanisme d'Anticythère. Son nom vient de l'île proche du lieu de la découverte, Anticythère. Mais l'objet, avec ses engrenages délicats, ses inscriptions mystérieuses et ses multiples couches de complexité, allait bientôt se révéler bien plus extraordinaire qu'on ne l'imaginait. Pendant des décennies, les scientifiques ont tenté de percer sa fonction. Ce n'est qu'au XXIe siècle, grâce à des tomographies de très haute précision, que la véritable nature de cet artefact commença à émerger, une révélation aussi fascinante que déconcertante. Le mécanisme d'Anticythère était un dispositif astronomique analogique, capable de prédire avec précision les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes connues à l'époque et même les éclipses. Il comportait au moins 30 engrenages en bronze.
dont plusieurs aux dents finement calibrées, fonctionnant ensemble comme une horloge cosmique. Un système qui reproduisait les cycles célestes avec une précision rivalisant, voire dépassant, certains instruments modernes. Et tout cela au XIIe siècle à Winsbury C. Comment, il y a plus de 2000 ans, quelqu'un a-t-il pu concevoir une technologie aussi avancée? L'ingénierie du mécanisme nécessitait non seulement des connaissances astronomiques et mathématiques, mais aussi une maîtrise de la métallurgie, de la microfabrication et du design mécanique sophistiqué. Le plus stupéfiant, aucun autre appareil similaire n'est connu pour cette époque, comme s'il avait surgi de nulle part et disparu aussitôt. La majorité des chercheurs attribuent son invention à un cercle de savants grecs, peut-être inspiré des œuvres d'Archimède. Mais aucune preuve directe ne relie un inventeur précis à ce dispositif. C'est comme si le savoir requis avait été rassemblé brièvement, avant de se dissoudre dans l'oubli de l'histoire. Ce que représente réellement le mécanisme d'Anticythère va bien au-delà de sa fonction astronomique. C'est une brèche temporelle, un artefact qui ne s'inscrit pas dans la ligne droite que nous traçons pour l'évolution humaine. Il nous force à envisager l'existence de sommets de génie, d'îlots de progrès technologiques, d'instants de sagesse surgis et éteints, tels des étoiles filantes dans un ciel oublié. Y a-t-il eu d'autres machines comme celle-ci? Et si Anticythère n'était qu'un fragment survivant d'un monde plus complexe, plus inventif, plus audacieux que nous ne sommes prêts à le reconnaître? Et si, loin d'être une anomalie, il s'agissait d'un indice, une pièce détachée d'un puzzle bien plus vaste fait de temples anciens, de cartes impossibles, de structures mégalithiques et de mémoires enfouies? Dans un monde où l'on suppose le progrès linéaire, Anticythère est un rappel que la connaissance humaine ne suit pas une ligne droite. Elle vibre, disparaît, renaît. Elle peut se concentrer entre des mains visionnaires, disparaître dans les guerres, ressurgir dans de nouvelles cultures. Elle peut se cacher, en ce moment même, dans des grottes scellées, des navires engloutis, des livres effacés, ou d'autres machines encore à découvrir. Peut-être que le mécanisme d'Anticythère a été conçu pour bien plus que des calculs. Peut-être a-t-il été fabriqué pour durer, pour être retrouvé, pour nous rappeler que le passé recèle une ingéniosité que nous avons cessé d'honorer. Et, peut-être, pour nous poser en silence cette question, quoi d'autre a existé, que nous n'avons pas encore découvert? Au cœur du désert péruvien, là où le soleil brûle la terre d'une lumière presque surnaturelle et où le vent emporte des particules de temps, s'étend une plaine marquée par des silences que nul ne comprend entièrement. Là, sous le regard attentif des montagnes et l'œil lointain des étoiles, reposent des tracés qui semblent l'œuvre de géants ou de dieux. Des lignes parfaitement droites, des spirales entrelacées, des trapèzes, des animaux colossaux dessinés avec une précision qui défie la raison. Ce sont les énigmatiques lignes de Nazca. Pendant des siècles, ces dessins sont restés invisibles à l'humanité. Non parce qu'ils étaient cachés, mais parce qu'ils ne sont visibles que d'en haut. Vue du sol, la plaine paraît banale. Mais dès que l'on prend un peu de hauteur, un nouveau monde se révèle. La terre devient une toile, et le sol un message. La question qui traverse les générations est à la fois simple et troublante. Qui a tracé ces lignes? Comment et pourquoi? Officiellement découvertes dans les années 1920, les lignes auraient été créées entre 500 AVJ-C et 500 APRJ-C par la culture Nazca. En utilisant des techniques simples, comme retirer le gravier sombre de la surface pour exposer le sol plus clair en dessous, ces civilisations ont réussi à créer des figures longues de plusieurs centaines de mètres, sans machines, sans drones, sans montgolfières, une prouesse de planification, de symétrie et de vision. Mais leur complexité ne s'arrête pas là. Certaines figures sont reconnaissables. Un singe à la queue spiralée, un colibri aux ailes fines, une araignée finement détaillée, une baleine, un arbre. D'autres sont plus abstraites. Labyrinthes géométriques, pistes rappelant des aérodromes, croisements symétriques, motifs répétitifs. De nombreux chercheurs estiment qu'il s'agissait de rites religieux, destinés à invoquer la pluie, honorer les dieux ou guider des cérémonies spirituelles. Mais, et si c'était plus que cela? Des chercheurs comme Maria Reich, qui a consacré sa vie à l'étude des lignes, ont remarqué que beaucoup d'entre elles s'alignent avec des phénomènes astronomiques. Certaines pointent précisément vers l'endroit où le soleil se lève ou se couche lors des solstices. D'autres semblent suivre la trajectoire de constellations
ou marquent des dates importantes du calendrier agricole. Cela suggère que les Nazca ne faisaient pas que dessiner. Ils connectaient le ciel à la terre, comme si chaque ligne était une prière tracée en pierre et en poussière. Mais il y a encore plus. Certaines figures révèlent des mesures géométriques indiquant une compréhension mathématique avancée. D'autres suivent des motifs qui évoquent des circuits électriques ou des graphes harmoniques. Cela a conduit à des théories plus audacieuses, souvent marginalisées, évoquant soit des intelligences extérieures, des contacts avec des civilisations avancées, ou même des vestiges d'un monde antérieur à celui des Nazca, un monde oublié où d'autres peuples possédaient des savoirs que nous avons perdus. Et si les lignes de Nazca étaient un livre céleste, écrit pour être lu par les étoiles, une carte, un guide pour des voyageurs venus d'ailleurs, un message laissé par ceux qui comprenaient le mouvement des astres, le magnétisme de la Terre et les cycles de la vie dans une autre fréquence, beaucoup avancent que seule une perspective aérienne aurait permis de créer de telles figures à grande échelle. Pourtant, les Nazca, officiellement, n'ont jamais volé. Ils ne possédaient pas la technologie pour cela. Ou bien l'avaient-ils, et nous l'avons oublié. Certains chercheurs envisagent l'utilisation de ballons rudimentaires chauffés à l'air, des structures simples, mais fonctionnelles. D'autres voient dans ces tracés l'empreinte d'une sagesse transmise de génération en génération, issue d'un temps que l'histoire n'a pas conservé. Aujourd'hui encore, les lignes de Nazca demeurent, intactes sous l'absence de pluie, protégées par l'aridité extrême, préservées comme un mystère volontaire, comme si elles formaient un pont entre deux mondes, le visible et l'invisible, une invitation à contempler, une provocation pour ceux qui cherchent. Elles nous rappellent que tout ne doit pas être compris pour être vrai, que le passé peut être aussi poétique que pratique, et que parfois les plus grands messages ne sont pas cachés, mais exposés en plein jour, écrits dans une langue que nous n'avons pas encore appris à lire. L'eau garde les secrets que le temps a oubliés. Sous les vagues calmes, sous les mers déchaînées, sous les courants glacés et les silences abyssaux, reposent les traces d'un monde peut-être jamais entièrement raconté, des ruines cachées, des escaliers menant nulle part, des murs recouverts d'algues, des colonnes endormies parmi les bancs de poissons. Le fond des océans, contrairement à ce que l'on croit souvent, n'est pas un espace vide, c'est un cimetière de civilisation, un sanctuaire de l'oubli, un livre dont les pages ont été tournées par les tsunamis, les glaciations, les effondrements continentaux. Et dans ce livre noyé se trouvent peut-être certaines des plus grandes vérités sur ce que nous avons été. L'une des découvertes les plus fascinantes est apparue au large de la côte de Dwarka-Biar, en Inde. Pendant longtemps, la ville de Dwarka était considérée comme une simple légende tirée des textes sacrés hindous liés au dieu Krishna. Mais en 2001, des images sonars révélèrent des structures rectangulaires, des alignements et des chemins pavés à plus de 30 mètres de profondeur. Des fouilles et plongées ultérieures ont suggéré que ces ruines pourraient avoir plus de 9000 ans, ce qui placerait leur origine bien avant les civilisations officiellement reconnues comme les premières de l'histoire. Et si les mythes hindous étaient en réalité des souvenirs codés d'une ville réelle, à l'autre bout du monde, au Japon, près de l'île de Yonaguni, une formation submergée a attiré l'attention de la planète. Avec ses marches régulières, ses surfaces planes, ses angles droits et ses plateformes évoquant des ziggourats, la fameuse structure de Yonaguni ressemble plus à une construction intentionnelle qu'à une formation naturelle. Certains géologues y voient l'œuvre de la nature, mais des lignes, des coins et des découpes défient cette explication. Si elle a bien été façonnée par la main humaine, alors son origine remonterait à plus de 10 000 ans, une époque où, selon l'histoire officielle, les humains vivaient encore de chasse et de cueillette. Et ce ne sont pas les seules découvertes. Dans la mer des Caraïbes, des plongeurs ont rapporté avoir vu des colonnes, des routes pavées et des motifs géométriques près de Cuba et des Bahamas. En particulier, autour du célèbre triangle des Bermudes, des structures en forme de pyramide ont été détectées par sonar à de grandes profondeurs. On parle aussi de blocs de pierre gravés d'inscriptions non déchiffrées et de chemins qui s'enfoncent dans le sable marin, comme s'ils menaient à des cités disparues avec le temps. Ces preuves immergées nous obligent à repenser l'histoire de l'humanité. Car pour qu'une structure repose aujourd'hui sous la mer, elle a dû être bâtie à une époque où cette zone était encore terrestre, ce qui, dans certains cas, signifie la situer à l'époque des glaciations, quand le niveau des mers était bien plus bas.
Cela nous ramène à une ère où, soi-disant, il n'y avait ni civilisation ni architecture. Mais si ces structures existent, et elles existent, alors soit l'histoire est erronée, soit elle est incomplète. Et si le déluge universel, présent dans tant de cultures du monde, n'était pas qu'une métaphore? Les Sumériens parlaient du grand déluge. La Bible évoque l'arche de Noé. Les textes hindous racontent l'histoire de Manu et de son navire sauvant les sages. Les Mayas, les Nordiques, les aborigènes australiens, tous ont leur version d'un même événement, une inondation cataclysmique ayant englouti des villes entières. Serait-ce là le lien manquant entre les ruines englouties et les mythes transmis au fil des générations? L'archéologie conventionnelle reste prudente. Beaucoup de ces découvertes manquent encore de fouilles approfondies, d'études pluridisciplinaires et d'une reconnaissance académique formelle. Mais ce que l'on ne peut ignorer, c'est l'impact que ces structures provoquent dans l'esprit humain. Ce sont des rappels silencieux que le passé peut être enterré ou noyé, et que les eaux ne cachent pas seulement des fossiles ou du corail, mais des mémoires d'un temps où le monde était différent, où les continents avaient d'autres formes, où des civilisations entières prospéraient au bord de mer qui aujourd'hui nous semblent immobiles. Mais la mer est en mouvement, elle est patiente, elle efface, mais elle révèle aussi. Et peut-être qu'à mesure que ces marées se retirent et que ces courants nous guident, elle nous montre doucement le chemin du retour, vers une origine qui ne s'écrit pas avec des mots, mais avec les pierres englouties qui encore aujourd'hui résistent au temps. Il y a quelque chose dans les pyramides qui transcende le temps et l'espace, quelque chose qui résiste aux certitudes académiques et aux explications conventionnelles, une force silencieuse, une géométrie ancestrale qui vibre encore des milliers d'années après leur construction, des sables d'Égypte aux vallées du Mexique, des jungles de Chine aux collines de Bosnie. Les pyramides se dressent comme des gardiennes de l'oubli. Elles n'ont pas seulement survécu, elles qu'en défient. Elles défient notre logique, notre chronologie, et surtout notre perception du passé. La plus célèbre de toutes est sans doute la Grande Pyramide de Gizeh. Officiellement attribuée au pharaon Khéops et datée d'environ 2560 JC, elle est la plus grande des 3 pyramides du plateau et demeure à ce jour l'une des structures les plus précises jamais construites par l'humanité. Sa base est presque parfaitement nivelée. Ces blocs de pierre pesant plusieurs dizaines de tonnes ont été empilés avec une marge d'erreur inférieure à l'épaisseur d'une carte bancaire. Son orientation suit les points cardinaux avec une précision presque absolue. Et sa hauteur originale, multipliée par une constante astronomique, révèle le chiffre correspondant à la vitesse de la lumière. Coïncidence? Pendant longtemps, les pyramides d'Égypte ont été considérées comme uniques. Puis, d'autres sont apparues. En Mésoamérique, des pyramides à degrés comme celle de Teotihuacan au Mexique et de Tikal au Guatemala présentent des alignements célestes remarquables. À Teotihuacan, la pyramide du Soleil contient des proportions géométriques mystérieuses et est reliée à un réseau de tunnels souterrains et de chambres scellées. L'agencement du complexe tout entier semble reproduire une maquette du système solaire. Comment des cultures séparées par des océans ont-elles pu partager des idées et des techniques aussi semblables? En Chine-Maami, recouvertes de végétation et tenues à l'écart du regard public pendant des décennies, plus de 100 pyramides reposent dans la province du Shaanxi. Certaines ont une base plus large que celle d'Égypte. Longtemps qualifiées de tombes impériales par les autorités, des études préliminaires suggèrent pourtant qu'elles pourraient être bien plus anciennes. Elles partagent elles aussi une obsession pour l'alignement avec certaines constellations, en particulier Orion. Et il y a encore les pyramides de Bosnie, découvertes en 2005 par Semir Osmanagic. Bien que controversées, ces structures présentent des formes pyramidales parfaites, des systèmes de tunnels avec ventilation naturelle, des chambres internes et même des émissions mesurables de fréquences radio à partir de leur sommet, un phénomène encore inexpliqué. Si elles sont bel et bien des pyramides construites par l'homme et non des formations naturelles, leur origine remonterait à plus de 30 000 ans. Ce qui unit toutes ces pyramides, dispersées sur plusieurs continents, c'est la précision géométrique, l'alignement astronomique et l'absence d'explication définitive. Étaient-elles des temples, des tombes, des observatoires ou bien des machines, des structures énergétiques conçues pour capter et manipuler les forces subtiles de la Terre et du cosmos?
Certaines théories avancent que la forme pyramidale concentre l'énergie à son sommet, agissant comme un catalyseur électromagnétique. D'autres évoquent l'utilisation de matériaux spécifiques, capables d'amplifier les fréquences naturelles résonantes, comme s'il s'agissait de générateurs silencieux d'harmonie cosmique. Une autre hypothèse suggère que toutes ces pyramides seraient interconnectées. Certaines se trouvent sur ce que l'on appelle les lignes Ley, des méridiens d'énergie supposés traverser la planète. D'autres partagent des proportions mathématiques identiques, comme le nombre d'or ou P, inscrits dans leurs dimensions. Et toutes, sans exception, semblent contenir non seulement des pierres, mais des messages codés. Comme si les anciens avaient laissé derrière eux un langage universel, non pas fait de mots, mais d'harmonie, de direction et de vibration. Et si les pyramides étaient, en réalité, le témoignage d'une science oubliée, une science qui considérait la Terre comme un être vivant, le cosmos comme un allié, et l'être humain comme un pont entre les deux, une science qui ne séparait pas la spiritualité de la physique, ni le symbole de la fonction. Dans ce contexte, les pyramides seraient deux livres de pierre, des archives éternelles d'un savoir que nous commençons peut-être tout juste à redécouvrir. Car plus notre technologie avance, plus ces structures anciennes nous étonnent. Elles ne vieillissent pas, elles ne fléchissent pas, elles restent là, inébranlables, imposantes, silencieuses, comme si elles attendaient quelque chose, comme si elles savaient qu'un jour quelqu'un poserait enfin la question. Et si nous n'étions pas les premiers? Il y a quelque chose de troublant et en même temps de fascinant dans le silence des pierres, surtout lorsque ces pierres sont si grandes, si lourdes, si absolument colossales, que même les machines modernes peinent à les déplacer. Des blocs pesant des centaines, voire 1000 tonnes, taillés, transportés et empilés avec une précision étonnante à une époque où, théoriquement, l'homme ne disposait que de cordes, de rondins et de forces brutes. Et pourtant, elles sont là, inébranlables, inexplicables et éternellement présentes. La plus célèbre de ces pierres se trouve à Baalbek, dans l'actuel Liban. Connu aujourd'hui pour ses ruines romaines, Baalbek cache sous ses colonnes et ses temples quelque chose de bien plus ancien et de bien plus mystérieux. À sa base reposent des blocs de plus de 800 tonnes chacun tour, parfaitement ajustés, sans mortier, sans espace, sans défaut. L'un de ces blocs, surnommé la pierre de la femme enceinte, pèse environ 1000 tonnes. Elle est plus grande qu'une locomotive, partiellement enfouie dans le sol, comme si elle avait été abandonnée en pleine tâche incompréhensible. La question est inévitable. Comment des peuples d'il y a plus de 2000 ans ont-ils taillé ces pierres avec une telle précision? Comment les ont-ils déplacées sur un terrain irrégulier avec un poids aussi extravagant? Et pourquoi? Si le but était simplement de construire, il existait des pierres plus petites, plus faciles à manier. Mais non, ils ont choisi les plus gros blocs possibles, comme s'ils voulaient laisser un message non seulement à leurs contemporains, mais à tous ceux qui viendraient après. Nous avons fait cela, et vous ne savez pas comment. Baalbek n'est pas une exception. En Égypte, à Masouande se trouve l'obélisque inachevé, un bloc de près de 42 mètres de long, pesant environ 1200 tonnes, qui s'est fissuré avant de pouvoir être transporté. Même inachevé, il montre des traces de découpe d'une précision extraordinaire. Les techniques modernes ont encore du mal à reproduire ce niveau de travail sur une roche aussi dure. En Bolivie, à Pumapunku, des blocs d'andésite aux angles parfaits de 90 degrés, aux rainures millimétrées et aux emboîtements tridimensionnels défient encore les ingénieurs. Ces pierres semblent avoir été moulées comme des pièces industrielles, mais pas avec une technologie du XXe siècle, avec des méthodes attribuées à des civilisations qui ont existé avant les Incas. Ces pierres, dispersées à travers les continents, les cultures et les millénaires, semblent raconter une même histoire. Quelque chose, dans le passé, maîtrisait l'échelle, le poids, la symétrie et l'intention avec une finesse que nous ne comprenons pas encore. Certains suggèrent que les anciens connaissaient des techniques perdues, comme l'utilisation de vibrations sonores pour alléger les matériaux. D'autres parlent de champs électromagnétiques naturels, d'antigravité ou même de manipulation de la densité. Théories audacieuses, certes, mais le sont-elles plus que de croire que des hommes ont déplacé des blocs de la taille d'un avion avec des cordes? Le fait est que ces pierres ne peuvent être ignorées. Ce ne sont pas des exagérations archéologiques. Elles sont bien là, défiant le temps et nos certitudes.
Elles nous obligent à envisager qu'un savoir a précédé le nôtre, une ingénierie ancestrale, oubliée, ou peut-être délibérément effacée. Et plus encore, elles nous invitent à penser autrement, à accepter que le passé n'est pas linéaire, que l'humanité n'évolue pas simplement vers l'avant, mais en vagues, en cycles, en souffles, qu'il existe peut-être des moments de clarté profonde, des éclairs de sagesse qui apparaissent, bâtissent, puis disparaissent, ne laissant derrière eux que des monuments comme témoins. Car au fond, chacune de ces pierres géantes est une question gravée dans la roche, une énigme millénaire, bien trop lourde pour être ignorée. Et peut-être, simplement peut-être, est-ce en essayant d'y répondre que nous commencerons à nous souvenir de nous-mêmes. À une époque où voler n'était qu'un rêve, et où le mot satellite n'avait aucun sens, certains anciens navigateurs traçaient déjà le monde avec une précision qui étonne encore aujourd'hui. Avec des plumes, de l'encre et du parchemin, ils ont dessiné les contours de continents qui, selon l'histoire officielle, n'avaient même pas encore été découverts. Des cartes qui défient la logique, qui montrent des terres submergées, des côtes glacées, des reliefs sous-marins. Des cartes qui ne devraient pas exister, et pourtant elles sont là, conservées dans des bibliothèques, étudiées en silence, murmurant des vérités que le temps a tenté d'effacer. L'une des plus célèbres est la carte de Piri Reis Arm, datée de 1513. Créée par un amiral ottoman qui lui donna son nom, elle fut dessinée, selon les propres mots de l'auteur, à partir de documents bien plus anciens. La carte montre, avec un niveau de détail stupéfiant, des parties de la côte ouest de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Antarctique. Oui, de l'Antarctique. Et plus impressionnante encore, sans glace. Des détails du relief du continent gelé apparaissent sur la carte comme s'ils avaient été observés depuis les airs, à une époque où les calottes polaires ne recouvraient pas encore ces formations. Ce fait attira l'attention des scientifiques et des cartographes modernes. En 1960, des études menées par l'armée de l'air des États-Unis comparèrent la carte de Piri Reis à des relevés sismiques effectués sous la glace lors d'expéditions contemporaines. La correspondance était si précise qu'un chercheur, Charles Hapgood, proposa une théorie audacieuse, celle de l'existence, il y a des milliers d'années, d'une civilisation avancée capable de cartographier la Terre avec une grande exactitude et dont le savoir aurait été transmis au fil des générations jusqu'aux navigateurs ottomans. Mais Piri Reis n'est pas seul. La carte d'Oronsfein, de 1531, représente également l'Antarctique avec une richesse de détails étonnante, y compris des rivières et des montagnes, bien avant la découverte officielle du continent. La carte de Boache, de 1737, montre une Antarctique divisée en deux masses continentales, exactement comme le révéleront plus tard les images radars du XXe siècle. Il existe aussi les cartes de Zeno, d'Ulcer, Mercator, toutes pleines d'anomalies. Îles disparues, côtes parfaitement tracées, proportions qui ne peuvent s'expliquer que par une connaissance avancée de la trigonométrie et de la géodésie. La question devient inévitable. Comment ces cartes ont-elles été faites? Comment ont-ils dessiné avec une telle précision sans avion, sans images satellites, sans outils de cartographie moderne? D'où venaient les cartes originales sur lesquelles ces copies se basaient? Qui étaient les premiers cartographes de la Terre? Ceux qui mesuraient les distances océaniques, les altitudes des montagnes et les formes des continents à une époque où, officiellement, le monde était encore un grand mystère. Certains prétendent qu'il ne s'agit que de coïncidences, d'exagérations ou d'interprétations erronées. Mais la coïncidence s'efface quand des schémas se répètent dans des documents différents, créés par des auteurs différents, à des siècles différents. Et plus encore, quand ils coïncident avec des données scientifiques que nous n'avons pu obtenir qu'au XXIe siècle. Certaines théories suggèrent que ces connaissances auraient été héritées de civilisations plus anciennes, peut-être des survivants d'un cataclysme mondial, comme le déluge que tant de cultures relatent. D'autres y voient les traces d'une civilisation globale oubliée qui maîtrisait les mers et connaissait les cieux comme un livre ouvert. Une civilisation dont le nom s'est peut-être perdu, mais dont les marques subsistent dans les marges de la cartographie. Mais il existe aussi une dimension symbolique dans ces cartes, car elles ne révèlent pas seulement des formes, elles révèlent la mémoire. Elles nous disent que le monde fut autrefois connu de façon profonde, globale, détaillée, qu'il y eut un temps où la Terre n'était pas fragmentée, mais perçue comme une unité, où les océans ne séparaient pas, mais reliaient,
où les navigateurs suivaient les étoiles, mais suivaient aussi des souvenirs, de côtes déjà vues, peut-être dans des rêves anciens, peut-être dans des ères oubliées. Les cartes impossibles sont plus que des documents. Ce sont des miroirs, et elles nous invitent à regarder le passé avec de nouveaux yeux, à accepter que peut-être nous ne faisons que redécouvrir ce qui était déjà connu, et que, comme dans un grand palimpseste, l'histoire de la Terre est en train d'être réécrite, non parce qu'elle a changé, mais parce que nous apprenons enfin à lire ce qui était caché sous les couches du temps. Imaginez une époque où le ciel n'était pas seulement un champ d'observation, mais aussi un chemin parcouru. Une ère où les éclairs répondaient aux commandes humaines, où les cristaux stockaient de l'énergie et où le son façonnait la matière. Il est difficile d'imaginer une telle réalité, car elle ne figure pas dans nos manuels de science. Elle repose dans les ruines, dans les récits mythologiques, dans les dessins muraux et dans les questions que personne n'ose poser à haute voix. Et si les civilisations anciennes ne s'étaient pas contentées de survivre, mais avaient maîtrisé des forces que nous considérons aujourd'hui comme de la science-fiction. Dans les écritures anciennes de l'Inde, les Védas, on trouve des descriptions détaillées de machines volantes, appelées Vimanas. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des descriptions presque techniques. Forme, matériaux, système de propulsion, vitesse, direction. Certaines de ces machines volaient à haute altitude, traversant villes et continents. D'autres flottaient, lévitaient, émettaient une lumière intense. Et il est fait mention de batailles aériennes, de rayons projetés entre les appareils, d'explosions si puissantes qu'elles laissaient des traces sur le sol, des récits que certains chercheurs associent, avec audace, à des armes nucléaires ou à énergie dirigée. Mais les Indiens ne sont pas seuls. Partout dans le monde, on trouve des légendes sur des objets volants, des armes étranges et des dispositifs énergétiques. Les dieux de l'Égypte ancienne, par exemple, sont souvent représentés avec des bâtons et des symboles que beaucoup interprètent comme spirituels. Mais certains y voient des prototypes d'instruments technologiques, des baguettes d'énergie, des conducteurs d'électricité, des amplificateurs de vibrations. Pourquoi tant de temples anciens comportent-ils des couloirs recouverts de matériaux conducteurs, des passages évoquant des systèmes de ventilation et des murs résonnant comme des cavités acoustiques? La théorie de l'électricité dans l'Égypte antique a gagné en notoriété avec l'étude de la fameuse lampe de Dendera, un bas-relief du temple d'Hathor, représentant des figures tenant ce qui semble être une grande lampe, avec un filament en forme de serpent et un câble relié à un socle. Une coïncidence visuelle? Peut-être. Ou peut-être une preuve que les anciens Égyptiens savaient manipuler la lumière au sens littéral. Il existe également des vestiges rappelant des batteries rudimentaires en Irak, comme les célèbres piles de Bagdad, qui auraient pu en théorie produire un courant électrique. Et si l'énergie provenait d'une autre source? Certains chercheurs suggèrent que certains cristaux utilisés par les anciens n'étaient pas seulement décoratifs ou symboliques, mais servaient de condensateurs d'énergie, d'amplificateurs de fréquences, voire de banques vibratoires de données. Les anciens savaient que le son modifie la structure de la matière. Dans diverses cultures, du Tibet au Mexique, on raconte l'usage de fréquences sonores pour déplacer des pierres, soigner des maladies ou altérer l'état de conscience. Les pyramides, les temples, les cercles mégalithiques, tous semblent construits avec une attention millimétrée à l'acoustique. En Amérique centrale, on parle des miroirs fumants de Tezcatlipoca, à travers lesquels les prêtres voyaient des mondes et communiquaient avec d'autres sphères. Dans la Grèce antique, on trouve des récits sur les miroirs ardents d'Archimède, capables, dit-on, de concentrer la lumière du soleil au point d'enflammer les navires. Et dans des textes médiévaux, on mentionne des pierres gardiennes de mémoire et des dispositifs qui amplifiaient la voix humaine jusqu'à la rendre audible sur des kilomètres. Mais si tout cela a existé, qu'est-il advenu? Comment une humanité ayant maîtrisé de telles technologies aurait-elle pu disparaître? Les réponses possibles sont nombreuses. Catastrophes, guerres, cycle naturel d'oubli, ou peut-être que le poids même du savoir a imposé une pause. Peut-être que certaines technologies ne peuvent être comprises que si elles sont accompagnées d'un niveau équivalent de conscience, et qu'en étant mal utilisées, elles se seraient retournées contre leur créateur, pour être ensuite enfouies par la terre et par le temps. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de technologies anciennes, nous sourions souvent avec scepticisme. Mais peut-être que le scepticisme n'est pas un signe de sagesse, mais de mémoire effacée. Car plus nous regardons le passé avec un regard neuf,
plus nous comprenons que la chronologie de l'humanité n'est pas une échelle, c'est un cycle, et qu'à d'autres tours de ce cycle, nous avons peut-être déjà atteint des sommets, avant de chuter à nouveau. Et si, en contemplant le passé avec humilité, nous redécouvrions les premiers pas vers quelque chose de plus grand? Et si les cristaux, les sons, les bâtons et les cieux nous appelaient à nouveau? Depuis la nuit des temps, l'être humain grave des marques dans la pierre, comme s'il cherchait à capturer le temps. Dans les grottes, les temples, les obélisques, les mégalithes, les autels silencieux de civilisations disparues, il y a des symboles, des formes répétées, des spirales qui tournent vers l'intérieur et l'extérieur, comme si elles ouvraient des portails dans la roche elle-même, des triangles, des cercles, des étoiles, des angles parfaits, des proportions qui résonnent avec quelque chose qu'on n'a pas besoin d'exprimer à haute voix, un langage silencieux, mais universel. Un langage qui peut-être ne se lit pas avec les yeux, mais se ressent avec l'âme. Partout sur la planète, des civilisations séparées par des océans et des millénaires ont utilisé les mêmes symboles. La spirale, par exemple, omniprésente, gravée sur les pierres d'Irlande, dans les pyramides du Mexique, parmi les lignes de Nazca, dans les grottes d'Indonésie, sur les pétroglyphes de Patagonie. Que signifie cette forme sans fin? Pour certains, elle représente le cycle de la vie. Pour d'autres, le mouvement de la conscience, l'ADN, les galaxies, le flux de l'énergie. La spirale est un rappel que tout tourne et que peut-être nous revenons déjà au point d'où nous sommes partis. La géométrie sacrée est une autre énigme persistante. Des hexagones, des dodécaèdres, des tétraèdres. La fameuse camphleure de vie, composée de cercles entrelacés, apparaît dans les temples égyptiens, les manuscrits anciens, les synagogues juives, les mosquées islamiques et même les cathédrales chrétiennes. Le motif de la fleur de vie contient en son sein les proportions fondamentales des mathématiques, de la musique, de l'architecture et même de la physique moderne. Comment des peuples différents ont-ils découvert le même symbole? Comment savaient-ils que ces formes renfermaient des lois universelles? À Chartres. En France, l'une des cathédrales les plus mystérieuses du monde a été construite avec une précision géométrique qui entre en résonance avec les alignements astronomiques et les proportions pythagoriciennes. Ces vitraux, ces colonnes et ces labyrinthes n'ont pas été créés uniquement pour être beaux. Ce sont des codes, des cartes du voyage de l'âme, de l'ascension spirituelle, de la reconnexion avec le cosmos. Au Pérou, en Égypte, en Inde, en Chine, les temples et monuments n'ont pas été bâtis au hasard. Ils obéissent à des alignements spécifiques, à des coordonnées énergétiques, à des relations entre solstices, équinoxes et constellations. Comme si chaque édifice était un instrument cosmique, une harpe de pierre, accordée à l'univers. Mais les codes vont au-delà des formes. Ils s'étendent aussi aux armes-écritures que nous ne savons pas déchiffrer. L'écriture Rongorongo de l'île de Pâques, le disque de Phaistos en Crète, les glyphes de la vallée de l'Indus, l'écriture Vincha d'Europe de l'Est, des systèmes de communication entiers qui, pour une raison inconnue, n'ont aucun lien avec les langues modernes connues. Ne seraient-ils que des symboles religieux, ou bien des fragments d'un langage oublié, un langage qui peut-être n'a jamais été parlé, mais chanté, vibré, ressenti? Les mathématiques que l'on retrouve dans ces structures sont précises. Le nombre d'or, la suite de Fibonacci, la symétrie fractale, tout cela apparaît dans les pyramides, les temples, les mandalas et les artefacts millénaires. Non pas comme une coïncidence, mais comme une intention. Comme si les bâtisseurs avaient voulu laisser un message capable de résister aux changements de langue, de culture, de religion. Un message conçu pour traverser le temps, en parlant par la forme. Et peut-être est-ce là ce qu'il y a de plus puissant dans ces langages oubliés. Ils ne nécessitent pas de traduction. Ils nous touchent directement. Quand nous regardons une spirale gravée il y a 5000 ans, quelque chose en nous reconnaît. Pas avec des mots, mais avec une sensation, une vibration. Comme si nous écoutions un murmure très ancien venu de l'intérieur, un murmure qui nous dit « Tu as déjà vu cela, tu as fait partie de cela ». Les pierres ne racontent pas seulement des histoires, elles gardent la mémoire. Et peut-être qu'en les déchiffrant, nous ne faisons pas qu'étudier le passé. Nous nous souvenons de qui nous avons été. Ils sont descendus du ciel, à bord de chars enflammés, de navires volants, de colonnes de lumière. Ils portaient entre leurs mains des objets brillants,
des armes qui rugissaient comme le tonnerre, des outils qui soignaient, des enseignements qui transformaient tout. Ils étaient drapés d'or, couverts de peau étincelante, avec des yeux capables de voir au-delà. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires, mais ce n'étaient pas non plus de simples mythes. On les appelait dieux. Depuis les civilisations les plus anciennes, les récits de visiteurs célestes se répètent, avec des détails étonnamment similaires. Chez les Sumériens, ce sont les Anunnaki, des êtres venus du ciel pour enseigner, gouverner et modifier l'humanité. Enfin, Égypte. Les Nétérous, des dieux ailés à l'apparence hybride et aux connaissances avancées, descendent pour instaurer l'ordre cosmique. Dans les textes hindous, les dieux voyagent dans des vimanas, des machines volantes capables de traverser les dimensions. Dans la mythologie grecque, les dieux habitent l'Olympe, une montagne inaccessible aux mortels, d'où ils observent et interviennent dans le destin humain. Dans tous ces récits, un motif revient. Les dieux viennent d'en haut, et pas seulement d'un ciel métaphorique. Ce que l'on entrevoit souvent entre les lignes est une descente physique, littérale, concrète. Le ciel n'est pas un paradis, mais un point d'origine, une demeure, un lieu qui n'est pas d'ici, mais qui, d'une manière ou d'une autre, se relie à la terre. Et ce qui intrigue le plus, ces dieux ne venaient pas seulement pour être vénérés. Ils venaient pour enseigner, pour construire, pour transformer. Ils transmettaient des savoirs en astronomie, agriculture, mathématiques, médecine, éthique, architecture. Comme si la naissance de la civilisation était profondément liée à ce contact avec quelque chose de supérieur, qu'il soit spirituel ou technologique. Certains chercheurs modernes voient dans ces histoires des représentations symboliques de l'inconscient collectif, des archétypes exprimant la quête humaine du transcendant. D'autres vont plus loin. Ils considèrent ces récits comme des rencontres avec des civilisations non terrestres, des contacts réels, traduits dans le langage mythologique par les anciennes cultures. Car après tout, comment un peuple sans science ni vocabulaire technique pourrait-il décrire un vaisseau, une combinaison spatiale, un faisceau de lumière bleue traversant le ciel? Ce que nous appelons anges dans les textes judéo-chrétiens sont décrits avec des ailes, une lumière intense, des trompettes, et une présence si écrasante qu'ils commencent toujours par la phrase « N'aie pas peur ». Dans la tradition maya, les dieux arrivent par la mer, mais pas dans des bateaux ordinaires, plutôt dans des cocons de lumière. Les Dogons d'Afrique possédaient une connaissance détaillée du système stellaire de Sirius, y compris d'étoiles invisibles à l'œil nu, bien avant l'invention du télescope. D'où venait ce savoir? Partout dans le monde, des structures ont été érigées avec l'aide des dieux. Pyramides, temples, cités entières dont l'origine se perd dans le temps, mais que, selon les traditions locales, furent l'œuvre d'êtres célestes. À Tiwanaku, en Bolivie, on raconte que Viracocha, le dieu civilisateur, est sorti du lac Titicaca pour enseigner la paix aux hommes. En Égypte, Thoth, le scribe divin, a apporté l'écriture, la médecine, la géométrie. En Inde, Shiva danse la création de l'univers. En Grèce, Prométhée vole le feu des dieux pour l'offrir aux humains et est puni éternellement. Ne serait-ce que des histoires, ou bien des mémoires déformées, transmises oralement pendant des siècles jusqu'à devenir des mythes. Et si ces dieux étaient en réalité d'autres humains, plus avancés, survivants d'une civilisation disparue, porteurs de technologies semblables à de la magie pour les peuples plus tardifs? Et s'ils étaient des extraterrestres, des voyageurs cosmiques, des explorateurs des étoiles, qui ont trouvé sur Terre un projet en cours et ont choisi d'interagir? Aussi controversée soit-elle, cette hypothèse ne peut être écartée face à tant de récits, de tant de cultures, avec une telle cohérence. Mais peut-être que le plus important n'est pas leur origine, mais ce qu'ils ont laissé. Car dans tous les mythes, les dieux s'en vont. Ils montent, disparaissent, promettent de revenir. Ce qui reste, c'est le vide, la nostalgie, la dévotion et la connaissance. Reste la graine, reste la question. La frontière entre Dieu et homme a toujours été fragile. Dans certaines cultures, les rois et prêtres affirmaient descendre des visiteurs. Dans d'autres, le contact avec les célestes était réservé aux initiés, ceux capables de lire les signes, de décrypter les astres, de méditer jusqu'à toucher l'éternel. Cela suggère que le divin ne se trouve peut-être pas dehors, mais en sommeil en nous, et que le véritable contact ne dépend pas d'un vaisseau, mais d'une conscience.
Entre Dieu et homme, il n'y a peut-être pas de distance. Peut-être que ce qui sépare le ciel de la terre n'est pas l'espace, mais le souvenir. Et peu à peu, en écoutant ces récits anciens, nous nous rapprochons peut-être de quelque chose qui a toujours été avec nous. Pendant longtemps, le mythe et la science ont marché dans des directions opposées. L'un était considéré comme une fantaisie, l'autre comme une vérité. L'un habitait les anciens livres, les contes, les symboles. L'autre, les laboratoires, les calculs, les télescopes. Mais à mesure que nous avançons, à mesure que nos outils deviennent plus puissants et que nos yeux voient plus loin, quelque chose de surprenant commence à se produire. Les frontières s'effacent, et ce qui était autrefois qualifié de légende commence à prendre les contours du réel. La science moderne, avec toute sa sophistication, commence à explorer des domaines qui appartenaient autrefois uniquement aux chamans, aux philosophes, aux mystiques. L'étude de l'ADN, par exemple, a révélé que toutes les races humaines descendent d'un même groupe ancestral, un concept déjà présent dans de nombreuses traditions anciennes qui parlaient d'un peuple primordial ou d'une mère originelle à l'origine de l'humanité. Les mots changent, mais l'essence demeure. Dans le domaine de l'astronomie, nous observons que de nombreuses constellations nommées par les civilisations antiques ont une véritable importance pour la navigation, les cycles agricoles, les champs magnétiques terrestres. Les Égyptiens, par exemple, alignaient leurs temples sur Orion et Sirius, et aujourd'hui, nous savons que ces étoiles influencent, même subtilement, les rythmes de notre planète. Les Mayas prédisaient les éclipses avec une précision mathématique. Et pourtant, on appelait cela mythologie astronomique, jusqu'au moment où l'on a compris que leurs calculs étaient justes. La physique quantique, quant à elle, a provoqué une révolution. Nous avons découvert que l'observateur influence l'objet observé, que la matière en essence est énergie, que des particules peuvent rester connectées à des distances immenses, comme s'il existait un tissu invisible reliant toutes choses. Cela rappelle fortement ce que les anciens appelaient éther, ou akasha, un champ subtil où tout est enregistré, où tout vibre à l'unisson, où passé, présent et futur ne sont que des reflets d'un même miroir. Et le son Are, cette force invisible qui traverse l'air, a été utilisée pendant des millénaires comme outil de guérison, de construction et de transformation. Aujourd'hui, la cymatique, la science qui étudie l'influence du son sur la matière, montre que les vibrations sonores organisent le sable, l'eau, les liquides en motifs géométriques identiques à ceux que l'on retrouve dans les cathédrales, les mandalas et les ornements sacrés. Ce qui autrefois était vu comme rituel ou mystique révèle désormais sa base scientifique. En neurosciences, on observe que la méditation modifie la structure du cerveau, que les prières et les mantras synchronisent les hémisphères cérébraux, que les états modifiés de conscience, recherchés par les chamans, les moines et les ascètes, activent des zones du cerveau liées à la compassion, à la créativité et à la perception globale. Autrement dit, ce qui était autrefois considéré comme foi, spiritualité ou légende, trouve aujourd'hui un écho dans le corps, dans la biologie la plus intime. Et en archéologie, des fouilles profondes ont révélé l'impossible. Des structures plus anciennes que ce que l'histoire officielle admet. Des outils sophistiqués découverts dans des couches de terre vieilles de dizaines de milliers d'années. Des symboles récurrents sur des continents qui ne se sont jamais rencontrés. Des cartes montrant le monde tel qu'il était avant sa découverte. Tout cela pousse la science à reculer, à observer avec plus d'humilité, à admettre que l'histoire doit peut-être être réécrite, ou plutôt relue. Car le mythe n'est pas un mensonge. Le mythe est une mémoire symbolique, poétique, vivante, qui palpite sous les fondements de la raison. Quand la science s'ouvre enfin aux mythes, elle ne les nie pas, elle les confirme. Elle ne les rabaisse pas, elle les déchiffre. Et dans ce point de rencontre, quelque chose de nouveau émerge. Un fil invisible qui relie les données et les rêves, les expériences et les méditations, les équations et les mantras. Un fil qui nous invite à voir le monde, non pas comme un puzzle fragmenté, mais comme une mosaïque intégrée, où tout a un sens, même si ce sens est encore en train de se construire. Peut-être que le futur de la science ne réside pas dans le contrôle, mais dans la reconnexion, dans la reconnaissance que la vérité peut aussi être chantée, dansée, gravée dans la pierre, avant d'être tracée sur des graphiques. Car lorsque la science et le mythe se rencontrent,
l'impossible commence à sembler simplement oublié. Peut-être ne le saurons-nous jamais avec certitude. Peut-être que les réponses ne se cachent ni dans les pierres, ni sur les cartes, ni dans les cieux, mais dans le silence qui existe entre deux questions, dans la pause entre ce qui a été oublié et ce qui est sur le point d'être rappelé. Nous marchons parmi des ruines englouties, entendons les échos de temples enfouis, déchiffrons des géométries anciennes, ressentons le poids de pierres millénaires et le souffle d'histoire murmuré par les étoiles. Nous parlons de Dieu et de machines, de cartes impossibles, de temples qui ne devraient pas exister, de vaisseaux qui volaient alors que personne ne devait voler. Et à chaque pas, la frontière entre mythe et science devient plus fine, plus belle, plus réelle. Car au fond, ce que nous cherchons n'est pas seulement la vérité du passé, c'est le sens du présent. La reconnaissance que, peut-être, nous n'avons jamais été seulement ce qu'on nous a dit, que nous sommes peut-être les héritiers de quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui palpite en nous comme une mémoire sans nom, un appel ancestral qui résonne lorsque nous contemplons une pyramide, que nous entendons un chant ancien, que nous ressentons que le monde cache bien plus que ce que nos yeux peuvent percevoir. Et si tout cela, ces ruines, ces légendes, ces mystères, n'étaient que le commencement? Et si nous étions au seuil d'une nouvelle mémoire, d'une nouvelle compréhension, non pas une répétition du passé, mais une reconnexion avec ce qui ne s'est jamais vraiment perdu, seulement endormi? L'histoire oubliée de la Terre ne se cache peut-être pas dans des grottes ou les profondeurs de l'océan. Peut-être qu'elle vit en chacun de nous, gravée dans nos os, codée dans nos rêves, reflétée dans nos silences. Toi qui as écouté ce voyage jusqu'ici, tu le ressens peut-être, pas avec l'esprit, mais avec quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, mais qui reconnaît. Ce n'est peut-être pas la fin, peut-être que maintenant, tout commence vraiment.